Donc on se retrouve pour faire un peu l'analyse de Conor McGregor contre Dustin Poirier 3, qui avait lieu à l'UFC 264 dans la nuit de samedi à dimanche. Je vais baisser un peu. J'arrive pas. Ok. Donc ouais, bon je pense que vous avez tous un peu su le résultat de ce combat. C'est terminé assez, je dirais pas tragiquement non plus, mais c'était assez spectaculaire quoi. Avant de rentrer dans une analyse un peu technique, euh, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé en général quoi, dans le combat. Alors, déjà Connor avait, bon, j'avais fait une preview et j'avais dit que c'était à peu près sûr que Connor allait avoir une approche différente. Et il a eu une approche différente directement. Il a commencé en mettant beaucoup de kicks, en mettant une grosse pression. Il a été opéré et les docteurs qui l'ont opéré, les chirurgiens, ont dit que tout s'était bien passé parfaitement. Il a dû se faire opérer certainement par un très bon chirurgien. Et non, apparemment tout s'est bien passé. Il a mis une vidéo sur Insta. Et je crois qu'il a mis aussi sur Twitter. Et il disait que bah, tout s'était bien passé, que dans 6 semaines, il serait de retour. En gros, il va commencer le grind back. Il va recommencer à s'entraîner pour revenir. Quoi. Je crois qu'il a 6 semaines avec, je sais pas, pas un plâtre, mais je sais pas, une attelle ou quoi. Enfin, pourra pas marcher avant 6 semaines, en gros. Il va bien, apparemment, il avait l'air déterminé dans la vidéo. Il a dit que la victoire de Dustin Poirier était pas legit, était pas légitime. Donc en vrai, il a l'air d'aller assez bien. Donc je disais, ouais, pour le combat en général, Connor il a mis une grosse pression très rapidement. Beaucoup de kicks, beaucoup de leg kicks. Il a commencé d'ailleurs, le premier coup qu'il a envoyé, c'était exactement le même que celui qu'il avait envoyé en 2014 pour leur premier combat, enfin le premier combat contre Dustin Poirier. Ensuite, Poirier, il comprend très vite, je pense qu'il avait aussi anticipé, donc il réduit très rapidement la distance pour plus se faire toucher par les kicks. Il touche plusieurs fois Connor, euh, qui va en clinch, c'est-à-dire en combat rapproché quoi. Il colle Dustin Poirier, parce qu'il a été un petit peu touché. Dustin Poirier essaye de l'emmener au sol, enfin le clinch va contre la cage. Dustin Poirier essaye d'emmener Connor au sol. Connor tente une guillotine. Dustin Poirier le laisse faire sa guillotine, s'en sort très bien, il est resté assez calme. Ensuite, beaucoup de ground and pound, c'est-à-dire de frappe sur Conor McGregor qui était au sol. Au bout de, je crois quand il restait peut-être 20 secondes, Dustin Poirier se plaint parce que Conor McGregor tenait ses gants. Conor McGregor se relève et 10 secondes après, il rate un coup, les deux ratent un coup. Et en mettant le coup, Conor McGregor se tord la cheville et se fracture la cheville, enfin se fracture le tibia plutôt, juste au-dessus de la cheville. Je crois que c'est tibia et péroné d'ailleurs. Et donc victoire de Dustin Poirier sur arrêt du médecin plutôt, entre le premier et le deuxième round. Donc voilà un petit peu pour l'analyse, enfin pour le résumé général quoi. On va pouvoir faire une petite analyse. Je suis allé re-regarder le combat, bon ça je le fais presque à chaque fois, et j'ai fait des screens, des captures d'écran, des moments pour que vous ayez un support un peu, pour que vous puissiez mieux comprendre quoi. Alors déjà pour l'approche de Connor, comme j'ai dit j'en avais parlé pendant la preview, mais que ce soit dans l'attitude en dehors de la cage ou que ce soit au tout début du combat et même pour la suite, c'était radicalement différent de son approche pour le combat qui avait eu lieu en janvier. Bon, il a aussi dit beaucoup de choses pas du tout respectueuses. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on connaissait de lui depuis le combat contre Khabib, même avant ça contre José Aldo ou John Mendes ou tout ça. Euh, des fois, il dépasse un peu les limites, quoi. Ça lui arrive de temps en temps. Et ouais, là, il s'était redevenu un Conor McGregor très agressif. Et dès le début du combat, c'est ce qui s'est passé. Bon, il est toujours agressif, même en janvier, il avait été agressif, mais là, ce qui changeait, c'était surtout qu'il est. Et vous pouvez le voir là sur l'image, c'est qu'il a lancé des kicks et qu'il n'avait pas une approche de boxe en fait. Et pourtant, oui, il était tout aussi agressif, mais il gênait beaucoup plus de Dustin Poirier en lançant des kicks en fait. Euh, à côté de ça, il a repris aussi ce qu'il faisait dans le passé. Pourtant, il s'était assagi. Bah ouais, pourtant ouais. En fait, il s'était assagi depuis
Il y a eu la défaite contre Khabib, après laquelle il y a eu une bagarre générale dans le public, parce que Khabib a sauté dans le public. Euh, la naissance de son fils, je pense que c'était après ça. Et quand il est revenu, il a combattu Donald Cowboy Cerrone. Il était très courtois, très respectueux. Il a gagné au premier round. Et le combat d'après, c'était contre Dustin Poirier en janvier. Et bon, c'était un an après quand même. Mais ouais, pareil, il était très courtois. Et là, pendant la conférence de presse d'avant-combat, il y a un journaliste qui demande à Conor McGregor pourquoi il a changé d'attitude par rapport au combat de janvier. Et c'est Dustin Poirier qui a répondu. D'ailleurs, Conor n'a même pas répondu après ça. Dustin Poirier, il a juste dit c'est parce qu'il s'est fait mettre KO. C'était une des meilleures phases de la conférence de presse pour Dustin Poirier. Après, il a dit c'est pas McGregor Face, qui est le programme d'entraînement de McGregor qui vend partout. Il a dit c'est McGregor Sleep, parce qu'il s'était fait mettre KO. Donc ouais, non, il n'y a pas de... Je pense que c'était plus pour se mettre dans... Enfin, là, il était plus sage, parce qu'il voulait s'auto-hyper en fait un peu, je pense. Se mettre dans le combat, se mettre dans l'ambiance du combat. Il a peut-être surtout remarqué que... D'ailleurs, il n'avait pas emmené ni sa femme, ni ses fils, ni ses enfants, là pour le... Enfin, son fils. Je crois qu'il a eu un enfant entre-temps. Pour le combat, ce qu'il avait fait en janvier. Parce que je pense qu'il s'est rendu compte que dire que tu vas mettre KO quelqu'un et ensuite prendre soin de tes enfants à côté, ça le gênait sûrement un peu mentalement, quoi. Mauvais joueur en fait. Ouais, ça... Non, moi je pense que c'est plus ouais, pour s'auto-motiver, s'auto-mettre dans le truc. Ouais, s'auto-hyper, quoi. Je pense que c'est plutôt ça. Donc ouais, changement un peu de tout dans l'approche. Et au début du combat, donc plus de kick. Ce qu'il faisait aussi dans son run, ça s'arrêtait à peu près au moment du combat contre Eddie Alvarez en 2016. Là, il a repris ça, c'est-à-dire qu'il changeait de stance. Je crois que j'ai pris une image pour ça. Ouais, voilà, ouais, ok, c'est bon ça. Normalement, il est gaucher quand même. Oh, yo, merci pour le follow. Normalement, il est gaucher, donc il a sa jambe droite devant. Et c'est en ayant cette jambe droite devant là et une posture un peu de boxe qui s'était fait détruire la jambe par les kicks de Dustin Poirier. Et là, vous pouvez voir, c'est au bout de 1 minute dans le combat et il a changé de stance plusieurs fois. Donc changer de stance, c'est changer de garde en fait. Là, il passait en garde de droitier en garde orthodoxe. Et juste le fait de changer, même si c'est changer 3 secondes, si jamais Dustin Poirier voulait envoyer des kicks sur la jambe avant de Conor McGregor, il aurait pas pu en fait. Ça l'aurait gêné, ça l'aurait stoppé dans le lancement des kicks tout simplement. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi le fait qu'il soit plus mobile, plus léger sur les appuis. Il faisait beaucoup de in and out, c'est-à-dire avancer, reculer. Ce qu'il faisait quand il était en featherweight à l'époque, c'est-à-dire la catégorie en dessous. Et puis bon, ça il y avait aussi en janvier, mais il y avait une volonté de cadrer vraiment Dustin Poirier, c'est-à-dire l'avoir dans son axe pour pouvoir placer son 1-2, c'est-à-dire son droite-gauche, qui fait très mal. Mais là, Dustin Poirier a réussi à capter le flow de Conor McGregor, le rythme de Conor McGregor très 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 rapidement. Et ça a presque, il n'y en a qu'une qui a touché. D'ailleurs, Dustin Poirier il a dit après le combat que ça avait bien touché, mais qu'il était encore là quand il était dans le combat, il n'avait pas été mis KO du tout, quoi. Ça l'avait juste un tout petit peu sonné. Euh, Après, au bout d'à peu près 1 minute en fait, dans le combat peut-être 1 minute 30, Dustin Poirier s'est très très vite adapté. J'en avais parlé dans la preview, j'avais dit que c'était une des qualités de Dustin Poirier, c'est que même s'il peut être mal dans un combat, plus ou moins rapidement, il s'adapte. Et ça, il le fait de mieux en mieux, de plus en plus au fur et à mesure de sa carrière. Là, ça a été très très rapide, mais là, évidemment, il s'attendait à ce que Conor change d'approche. Euh, je crois que les salaires sont pas encore tombés. Ce qui est tombé aujourd'hui, c'est le nombre de pay-per-view vendus. Euh, je n'ai pas vu les salaires tomber. Mais ouais, il y a eu le nombre de pay-per-view, c'est-à-dire le nombre d'achats de la carte quoi, du combat en fait. Et c'est le deuxième plus gros nombre de ventes de pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Ça fait 1,8 million de ventes. Le premier, c'est la carte contre Khabib, enfin McGregor Khabib, et ça avait fait 2,4 millions. Mais là, le fait que ce soit deuxième, c'est monstrueux. Et je pense qu'il a dû prendre pas mal d'argent du coup. De toute façon, il prend toujours beaucoup, mais il a dû prendre beaucoup. Et là, Dustin Poirier a encore pris beaucoup aussi, je pense. Je pense que les salaires vont pas finir. Enfin, ça va tomber dans pas très très longtemps là.
Pour l'instant, j'ai vu que le nombre de pay-per-view vendus. Et c'est monstrueux, hein. C'est peut-être aussi. Enfin, ce serait un argument de plus pour faire le quatrième combat, vu la façon dont ça s'est fini. Euh, donc, ouais, Dustin, il s'attendait à ce que Connor change d'approche de style. Et il avait dit, même dans les interviews, dans la Fight Week, la semaine du combat, il s'attendait à devoir check des leg kicks, donc contrer des leg kicks. Et ben, il a une façon très bizarre de le faire. D'ailleurs, pendant le combat, pour moi, il les checkait pas du tout. Et bah, en fait, on peut s'apercevoir que si, c'est juste que c'était. Parce que ça, tout le monde ne le sait pas, mais les calf kicks, c'est-à-dire les kicks très bas sur le tibia, ça fait pas longtemps que ça existe dans le MMA en fait. Ça fait pas longtemps que ça existe, que c'est utilisé en tout cas. C'est de plus en plus utilisé parce que c'est dévastateur. Bah, l'exemple du combat numéro 2 entre Dustin Poirier et McGregor, il est parfait. Ça fait tellement mal qu'au bout d'un round, l'adversaire peut ne plus avoir deux jambes avant. Et donc, on est encore en train de voir des nouvelles techniques pour défendre les calf kicks. Et bah, le centre d'entraînement où est Dustin Poirier, c'est-à-dire l'ATT, l'American Top Team, c'est une des équipes qui utilise le plus ces calf kicks là et donc qui peut le mieux se préparer à les défendre. Par exemple, Jorge Masvidal qui s'entraîne là, il les utilise. Euh, et je pense que ça vient de l'ATT, la façon de Dustin de contrer les kicks de Conor McGregor. Il s'en est pris quand même qu'il a pas check. Hein. Il a dit qu'il les a tous check, mais il les a pas tous check en vrai. Mais sa technique c'était donc de lever la jambe pour enlever le poids qui était dessus et de tourner en même temps sa jambe vers la droite en fait. Là vous pouvez voir, il vient de se prendre le coup sur l'image que j'ai mis. Et en fait le tibia de Conor McGregor a touché le genou de Dustin Poirier. Juste après ce kick là, il pointe Conor McGregor comme pour dire qu'il lui a fait mal. C'est lui, il est plus fragilisé après une de ses blessures. Alors, bah, oui, sa cheville va être plus fragilisée, c'est peut-être sûr. Mais par contre, il va revenir, ça c'est une certitude. C'est sûr et certain. Je dis pas qu'il va revenir meilleur. Pour moi, Conor McGregor n'est pas fini, mais il peut pas combattre les, les mecs du top 5 de la catégorie, ça c'est sûr. Il peut encore combattre des très bons combattants, mais du niveau de Dustin Poirier, qui est débattablement le meilleur poids léger actuellement, non, clairement pas. Apparemment, c'est plus clash. Ouais, c'est le tibia en gros, ouais. Ah ouais. Mais ça arrive, ça arrivait plusieurs fois dans l'histoire que des mecs se fracturent comme ça le tibia. À force de mettre des leg kicks, parce qu'en fait, quand un leg kick ou même un coup de pied simplement est contré, ça frappe un os, soit le coude, soit le tibia de l'adversaire, soit le genou, comme là avec Dustin Poirier. Donc forcément, ça fragilise la jambe, quoi. Ça fragilise les os. Donc ouais, Dustin il a check un peu particulièrement, assez bizarrement, mais apparemment, enfin, d'après lui, c'est ce qui a causé la fracture. Je vous parlerai après de ce qui a peut-être vraiment causé la fracture. C'est peut-être pas les checks des leg kicks en fait. Ensuite, il a aussi utilisé pas mal les front kicks pour. Bon, ça, on savait que ça allait pouvoir être utilisé en fait. Je vais juste mettre l'image. Je sais plus laquelle. Ah, celle-là. Tibia Peroné serait mieux. Ah, je savais pas. Ok. Ok. Bah, moi, les seuls exemples que j'ai de ça, c'est Anderson Silva, qui après n'était plus du tout le même combattant. Après, il s'était fracturé le tibia comme ça, pareil. Et Chris Weidman, il y a pas longtemps, il s'est aussi fracturé le tibia, mais il n'est pas encore revenu. Donc, j'avoue que je ne sais pas trop. Donc ouais, de Poirier il utilisait beaucoup de front kick, ça c'était. On aurait pu s'y attendre, mais comme il le faisait dans aucun autre combat, c'est vrai que c'était assez surprenant. Ça cassait à distance, ça gênait en tout cas Connor dans l'approche de la distance, ça c'est sûr. Et puis même ça gênait son style, le fait qu'il change de stance, en fait ça changeait pas grand chose pour les front kicks de Dustin Poirier quoi. Donc il s'est adapté hyper vite. C'est pour moi ce qui a fait la différence, c'est que ça a pas pris un round comme en janvier quoi. Euh, Là où je vous ai mis un moment où il fait son fameux shift, c'est-à-dire que pareil normalement il est en garde de gaucher de Poirier, et ce qu'il a beaucoup fait dans sa carrière, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il avait touché Khabib quand il l'a combattu, c'est qu'il passe sa jambe gauche devant, donc il passe en garde droitier et il envoie son bras droit, son bras arrière droit
pour toucher. Il l'a fait contre Conor au début du combat et ça a marché. Oh, j'ai une notification de Twitch, désolé. Et ça a marché, ça permettait de couper la distance. Ça déjà en janvier, les gens avaient anticipé qu'il allait le faire. Il l'avait fait, mais il avait utilisé un takedown juste après. Là, il a lancé son bras arrière à pleine puissance. Donc il a vite fait ça. Euh, mais le moment où il touche vraiment Conor, en fait, c'est un petit peu après. C'est peut-être ouais, 40 secondes après, quoi. Je pense que j'ai mis l'image d'ailleurs. Ouais, c'est sur ça. Bon, là, vous voyez qu'une seule des touches, mais il met un enchaînement de 3 ou 4 coups qui touchent bien Conor McGregor. Euh, et ouais, en fait, quand il a vu qu'il a touché, ça c'est une des forces de Dustin Poirier. Donc même quand vous regardez ses highlights contre Eddie Alvarez ou contre même Michael Johnson, contre Justin Gaethje, c'est pareil. Une fois qu'il sent qu'il vous a touché, il va mettre une pression monstrueuse et il va pas s'arrêter. Et là, c'est ce qu'il a voulu faire. Et on sait que Conor, il déteste ça. Dans tous ses anciens combats, par exemple contre Nate Diaz, quand il se prenait des pressions constantes qui s'arrêtaient pas, il n'arrivait pas à gérer. Contre Floyd Mayweather, c'était pareil, même si c'était en boxe et qu'il était fatigué. Même contre Khabib, même si c'est en lutte, quand on lui met fortement la pression, qu'il ne peut pas gérer la distance, qu'il ne peut pas avoir le contrôle de l'octogone, c'est là où il peut être mis en difficulté très rapidement et plus facilement. Donc c'est ce qu'a fait Dustin une fois qu'il avait touché. Et après ça que Conor fait la première vraie grosse erreur, c'est qu'il décide de clincher Dustin Poirier. C'est-à-dire, là vous pouvez voir sur l'image, en gros ça c'est du clinch. Voilà, pour faire une description simple du clinch. Ce que vous voyez là c'est du clinch. Et ouais, c'est la première erreur que fait McGregor dans le combat. Il clinch Dustin Poirier et il y a eu vraiment une différence de puissance dans le clinch qu'il n'y avait pas eu en janvier, parce qu'en janvier ils avaient clinch aussi pendant un petit moment. On n'avait pas senti une telle différence de puissance. Et d'ailleurs dans les vidéos embed que sur l'UFC, qui sont en gros des vidéos un peu backstage, tout ça, après le combat en janvier, Dustin Poirier il avait dit ouais, c'est vrai que en fait j'avais l'impression que j'étais plus puissant que lui, je m'attendais pas à ça, tout ça. Et là, je pense que ça lui a donné de la confiance dans le clinch à l'UFC 264. Parce que ouais, il l'a emmené contre la cage d'une facilité déconcertante. C'était vraiment. Il sentait vraiment qu'il y avait une différence de puissance. Et après, on sait que Dustin Poirier, j'avais dit dans la preview, il enlève beaucoup de poids pour arriver aux 155 pounds. Donc il était sûrement au-dessus de McGregor en termes de poids, quoi. Ça a sûrement aidé aussi. Et vient alors la deuxième erreur de Conor McGregor, qui tente une guillotine, qui est une soumission où en gros on serre le cou de l'adversaire. Là vous pouvez voir sur l'image. Là juste après cette image-là, en gros il saute pas, mais il place sa garde, c'est-à-dire ses deux jambes autour des hanches de Dustin Poirier pour finir la guillotine, pour vraiment avoir de la puissance dans ses bras, quoi. Bon, en soi c'est dangereux, c'était quand même dangereux pour Dustin Poirier, mais c'est une très grosse erreur parce que Dustin Poirier est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, de JJB, qu'il sait totalement gérer ça, qu'en plus de ça, la guillotine c'est une de ses armes favorites en lutte, tout ça, et en JJB, et il l'a parfaitement géré en fait, tout simplement. En plus de ça, McGregor, en faisant cette guillotine, il s'emmène lui-même au sol, ce qui n'est pas bon du tout pour lui, ce qui dans le game plan ne devait pas être présent, quoi. Et il s'emmène au sol en étant en dessous en plus de ça. Donc vraiment rien d'intéressant pour lui. Et Dustin Poirier il a vite compris, il est resté calme et il a laissé McGregor se fatiguer les bras. Donc forcément on sait que si le combat avait continué, McGregor aurait peut-être pas eu autant de puissance. Et après en vérité la troisième erreur de McGregor, c'est qu'il se relève pas. Il s'est emmené lui-même au sol. Au sol il était dominé évidemment ce qui était en dessous en plus. Et quand il avait des opportunités d'essayer de se relever, même s'il pouvait prendre des coups, il l'a pas fait, il est resté au sol. Dustin Poirier avait le temps de se relever et de replacer sa garde, de revenir. Et McGregor essayait juste de mettre des upkicks, c'est-à-dire là dans la position dans laquelle il est, mettre des coups de pied vers le haut, quoi. Donc ouais, clairement, il a juste accepté d'être au sol et en dessous. Bon, on sait que normalement Dustin, c'est pas le meilleur pour garder la position haute. Ben, en janvier, ça s'est vu, McGregor il s'est relevé très rapidement. Donc en plus, c'est une autre raison pour lui d'essayer de se relever, c'est qu'il est capable de se relever face à Dustin Poirier, mais il n'a pas voulu le faire dans ce combat-là. Il a quand même malgré tout passé des bons coups de coude
sur le crâne de Dustin Poirier. Mais une fois que Dustin Poirier avait la position qu'il cherchait, on s'était fait quoi en gros. Il a juste placé son ground and pound, c'est-à-dire des coups au sol quoi. Là vous pouvez voir, il a mis des gros coups de coude. C'était des coups de coude un peu comme Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping pour ceux qui connaissent Georges Saint-Pierre. Il enchaînait les coups de coude en mettant énormément de puissance dedans. Et il a aussi fait quelque chose qui m'a surpris, euh, que je n'avais pas vu faire là récemment, et qui, je pense, il a dû s'inspirer sûrement du combat Khabib contre Conor McGregor, c'est qu'il se mettait en position haute, c'est-à-dire il restait sur McGregor. Ouais, les coups de coude qu'a pris Conor, ouais, c'était un peu hardcore. Il en a enchaîné pas mal. Bon, il a dit que il a mis une vidéo sur Insta où en gros il montre ses blessures, il a que l'ouverture à l'oreille là, qu'apparemment il avait déjà je crois avant le combat. Il avait rien d'autre sur son visage donc c'était pour montrer que les coups de coude lui avaient rien fait mais bon, ça l'a quand même bien touché, hein, c'était quand même assez puissant. Mais ouais, Dustin Poirier même en restant au sol il se mettait en gros sur ses jambes, un peu debout, pour frapper Conor McGregor, ça a super bien marché et c'est exactement ce que faisait Khabib. D'ailleurs, le combat contre Khabib aurait pu être arrêté à ce moment-là parce qu'il l'enchaînait totalement. Bon, évidemment, Conor n'essayait pas de se relever donc ça a aidé, mais quand même, c'était très bien fait, c'était bien pensé. Je pense que c'était prévu s'il l'emmenait au sol et c'était bien fait en plus. Après ça, Conor il a encore essayé une nouvelle guillotine qui était pour le coup celle-là désespérée, vraiment désespérée parce que autant la première, c'était pas une bonne idée mais c'était quand même assez dangereux. Autant celle-là, il avait aucune chance de la placer. Enfin, c'était. Mais bon. Et il a aussi mis des up kicks, comme je disais tout à l'heure. Là, il en a mis plusieurs qui ont vraiment bien touché, mais en trichant, puisqu'il tenait l'intérieur des gants de Dustin Poirier, ce qui est interdit. Il le tenait, les rabaissait vers lui pour pouvoir placer ses coups de pied vers le haut. Dustin Poirier s'est plaint d'ailleurs à ce moment-là. Il s'est plaint à Herbdin, qui est l'arbitre là qu'on voit sur la gauche. Et au moment où il s'est plaint, Conor s'est relevé en fait, hein, tout simplement. Après s'être relevé, il a envoyé, enfin dès qu'il s'est relevé, même il a envoyé un nouveau coup de pied à la jambe, un leg kick. Bon, je disais tout à l'heure, c'est sûrement ce qui a fragilisé le. Je crois qu'il en envoie deux, je suis en train de réfléchir, je crois qu'il en envoie deux. Je sais pas s'il en envoie un ou deux. Attendez, je réfléchis. Non, je crois qu'il envoie que celui-là qui est le premier. Il y a des gens qui ont. Euh, Si, bah non, si, tout le monde le sait, c'est son move de prédilection à Dustin Poirier. Il a même une phrase sur les réseaux où il dit souvent chop de guillotine. Donc si, non, il savait, mais comme en janvier, il a fait des erreurs Conor McGregor, hein, tout simplement. Déjà ouais, le fait de vouloir clincher Dustin Poirier quand il se prend la pression, c'était déjà une mauvaise idée à ce moment-là. Et ensuite, de vouloir tenter la guillotine, c'était une des pires idées qu'il pouvait avoir parce que évidemment Dustin Poirier est bien meilleur que lui au sol et en plus de ça c'est son move de prédiction vraiment et en plus de ça il se fatigue les bras et en plus de ça il s'en mêle lui-même au sol, enfin, il n'y avait vraiment rien de bon dans ça, même si c'était en soi un peu dangereux. Je pense que Dustin Poirier, enfin c'est ce qu'il a dit après le combat, mais même dans tous les cas à aucun moment il a paniqué, je pense, Dustin Poirier. Il a dû être surpris que Conor tente ça mais il a jamais dû avoir peur ou quoi que ce soit. Donc ouais, je disais, il a voulu mettre il a mis un leg kick en se relevant. Il y a plusieurs personnes qui j'ai vu sur les réseaux qui pensent que c'est ce leg kick là qui a cassé la jambe de Conor McGregor. Dustin Poirier lui dit que c'est au moment du check sur l'image que j'avais montré tout à l'heure au début du combat où il le contre avec son genou en fait. Et je sais plus qui c'est mais je crois que c'est un journaliste qui a mis cette autre image là. Bon, on voit moyennement. Enfin, on voit quand même là. Au moment où il lance un front kick, donc un coup de pied au ventre, ça c'est juste avant qu'il rate le coup et ensuite il se fracture la cheville. On voit le coude de Dustin Poirier au niveau du haut de la cheville de Conor McGregor. Et bon, là on a l'impression que ça touche vraiment pleinement le coude, mais en réalité ça touche pas énormément non plus. C'est contré, mais partiellement, quoi, on va dire. Et ça touche le ventre de Dustin Poirier. Donc on sait pas si ça peut être ça aussi qui a cassé le tibia de Conor McGregor, mais c'est aussi une possibilité. On sait pas, parmi les trois coups que j'ai dit, on sait pas ce que c'est, mais c'est normalement un des trois en fait. Et ouais, là, sur cette image là, ouais, on dirait vraiment que ça prend pleinement le coude,
Mais en réalité, non, il y a un angle de l'autre côté de la cage et ça touche un peu quoi. Mais ça a pu, surtout si c'était déjà un peu fragilisé avant avec les coups de pied, ça a pu fracturer à ce moment-là quoi. Donc voilà, juste après ça, j'ai pas mis l'image, mais il se casse la cheville. J'ai pas voulu mettre. Et bah, fin du combat. Hein. Fin du combat. Il y a plusieurs, notamment Ronda Rousey qui a dit ouais, franchement je respecte Conor McGregor parce que même une fois qu'il avait la cheville cassée, il a fait la promotion déjà du combat suivant euh, contre Dustin Poirier, parce qu'il veut évidemment le combat d'après. Bah, déjà on peut parler un peu de ce qui peut se passer pour la suite. Euh, donc ouais, l'analyse, je pense que j'ai tout dit. Je ne pense pas avoir oublié des choses. Euh, En gros, Conor McGregor fait trois grosses erreurs, c'est-à-dire aller en clinch, tenter une guillotine et ne pas se relever dès qu'il pouvait se relever. Dustin Poirier a tout bien fait, en gros. Il a très rapidement réagi, s'est très rapidement ajusté, adapté. Au sol, bah, il a géré, il a fait ce qu'il fallait faire, notamment avec la position haute, comme j'ai montré, comme celle de Khabib. Euh, et puis, ouais, voilà, Star les fous. J'ai taffé mon analyse, ok. Bon, par contre, pour le coup, je dis pas que c'est une certitude que Conor aurait perdu le combat s'il s'était pas cassé le tibia, mais vu ce que je vous ai montré là, le fait qu'il se soit fatigué les bras, le fait qu'il ait pris des coups et que Dustin non, le fait que Dustin soit adapté aussi rapidement, ça aurait été compliqué quand même hein, pour la suite du combat. Quand le combat s'est arrêté, je me suis dit, c'est moche que ça s'arrête comme ça, c'est triste, mais si le combat aurait continué, je pense qu'il aurait pu se faire massacrer enfin, jusqu'à l'arrêt de l'arbitre en fait. C'était une réelle possibilité parce que le round où Conor aurait dû être le plus fort, le meilleur, c'était le premier round et il s'est fait dominer de A à Z. Et d'ailleurs, sur les trois juges, il y en a deux qui ont mis un round en 18, qui ont été 18, c'est-à-dire en fait, à chaque round, les juges mettent un vainqueur, un perdant. Le vainqueur prend 10 points, le perdant prend soit 9, soit 8. 9 si le round était à peu près serré ou que voilà quoi. Et 8 si c'est vraiment fait dominer. C'est assez rare, les 18 sont assez rares. Quoi. Et là, il y en a quand même deux qui ont mis 18, donc c'est que vraiment. Moi, je suis pas d'accord avec le 18, je pense que c'était un 19. Mais bon, ça a quand même montré que pour certaines personnes, c'était démonstration totale de Dustin Poirier. Quoi. Donc, ouais, pour moi, il aurait perdu le combat dans tous les cas. S'il y a un quatrième combat, je vois pas comment il peut battre Dustin Poirier, qui est meilleur qu'il ne l'a jamais été. Donc, ouais, voilà. Voilà pour mon analyse. Pour parler un peu de ce qui peut se passer ensuite pour les deux, je pense que c'est une certitude que Dustin Poirier va combattre pour le titre contre l'actuel champion de la catégorie qui est Charles Oliveira. Charles Douglas Oliveira. Ce que Dana White a dit, ce que tout le monde pense, il est contender numéro 1 de Dustin Poirier, donc en ayant gagné encore là, c'est d'autant plus sûr. Connor s'est fait opérer, comme on l'a dit. Ça va prendre plusieurs mois, je pense, pour qu'il s'en remette. Et je vous ai dit pour les chiffres de pay-per-view 1,8 million. Donc, clairement, c'est la plus grande star encore et de très loin de l'UFC. Il veut le quatrième combat contre Dustin Poirier, donc ils vont lui donner, c'est presque sûr. Dustin Poirier, en plus de ça, bon, c'était dans l'euphorie un peu du truc, mais il a dit qu'ils allaient encore une fois se battre. Donc, en gros, tout le monde, parmi les acteurs principaux, tout le monde est pour le quatrième combat. Donc, il y a de fortes chances que ça se fasse. Moi, je pense quand même que Conor McGregor, s'il veut revenir et il veut combattre, info pour le coup, info, mais il n'y a aucun message envoyé quoi. Donc, on ne sait pas ce qu'elle voulait dire. Mais info. Enfin, presque sûr quoi. Info, un tox. Je pense quand même que McGregor il devrait faire un autre combat avant Dustin Poirier s'il revient. Parce que il peut pas battre Dustin Poirier dans tous les cas. Je pense qu'il y a des. Enfin, en fait, il peut combattre Nate Diaz pour une trilogie. Il peut combattre. Je pense même à Tony Ferguson serait bien plus prenable pour lui que Dustin Poirier en fait. Mais j'y crois moyen. Je pense que s'il revient, ce sera pour Dustin Poirier et c'est tout. Ce qui est quand même une erreur. Et ce qui voudrait dire qu'il peut potentiellement combattre pour le titre à son retour. Ce qui n'a absolument aucun sens. Qu'on soit bien clair. Il est sur deux défaites d'affilée. Il a une victoire et trois défaites dans la catégorie.
Et il peut combattre pour le titre alors qu'il y a des mecs qui sont sur des 5 victoires d'affilée. Ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est une star. Et il rapporte beaucoup d'argent, donc on comprend l'UFC. Voilà, voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de qualité. Euh, je pense que j'en referai pour les gros combats. Pas pour tous les combats, mais ouais, le mercredi, à moins que je fasse ça. Sinon, les autres fois, je parlerai de NBA. Bon, là, il y a le match 4 pardon, cette nuit. Je vais sûrement le regarder d'ailleurs. Et sinon, je vais en parler samedi des finales NBA. Il y aura peut-être OD. Clément, c'est presque sûr qu'il soit pas là, mais il y aura peut-être OD pour en parler avec moi. Et voilà, en gros. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le retour de la caméra. Enfin, le retour, c'est la première fois que je la mets. Je peux le mettre quand je suis tout seul, parce que quand il y a OD Clément, si je mets leur caméra, mon ordi explose littéralement. Il le chauffe et explose. Donc je ne peux pas la mettre. Ou alors je peux la mettre, mais je suis seul alors qu'on est trois. Quoi. Mais je pense que mercredi, du coup, je mettrai la caméra maintenant. Voilà. Bah écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Si des gens veulent regarder le match cette nuit, bah bon match à vous. C'est mieux que la caméra, je pense que tu voulais dire. Ok. Ouais, je pense que c'est mercredi, du coup, je la mettrai presque à chaque fois. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis. Ah, c'est gentil, Tom. C'est gentil. J'ai mis la vidéo de. Enfin, le live